Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Un accord a été signé ce jeudi entre la paix et plusieurs autres formations politiques visant à apporter leur soutien à Jude Célestin lors des prochaines élections présidentielles. Rencontre ce jeudi entre les membres du Conseil supérieur de la police nationale et la commission justice et sécurité du Grand Corps. Les discussions ont porté sur les récents actes de banditisme commis à Port-au-Prince. Haïti a fait de gros efforts pour réduire les flux de trafic de drogue ces dernières années, selon le responsable de la Commission nationale de lutte contre la drogue, la CONALD, Antoine Atouriste. Le candidat du parti La Paix, Jude Célestin, va bénéficier du support de plusieurs autres partis politiques ainsi que celui de certaines personnalités très connues. C'est en ce sens que la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, La Paix, a signé ce jeudi un protocole d'accord avec plusieurs partis politiques et d'anciens candidats à la présidence. À l'issue de cette entente, une coalition a été formée. Le candidat du parti La Paix salue cette initiative qui, selon lui, est une preuve d'unité. Jude Célestin n'est plus uniquement le candidat de la paix, il est également celui de Unité, Vérité, OPL et ADEBA désormais. Ce protocole d'accord paraphé ce jeudi entre ces structures et personnalités politiques est présenté comme un signe de victoire qui ne manque pas d'enchanter le porte-étendard de la coalition, Jude Célestin. L'exemple part d'en haut, parce que toute la journée, la population a dit nous que nous ne pouvons pas entendre nous entre nous et puis nous besoin de la population entendre nous. Nous voyons signal là. Nous voyons dire que nous entendons nous entre nous. Nous montrons tout le monde qui l'a sorti avec peut-être des idées qui en général différentes, mais il y a tout un point commun transversal là, c'est que nous devons faire un bagage pour le pays. Après l'endossement de Jude Célestin par des anciens candidats tels que Steven Benoît, Sauveur Pierre-Étienne et Éric Jean-Baptiste, le cap était mis sur les partis politiques. Ainsi, Unité, Vérité et ADEBA ont grossi les rangs et la coalition pour le sauvetage national est née. Porter Jude Célestin au pouvoir demeure l'objectif premier de cette initiative. Une fois que il y a une alliance qui fait, on a toujours l'impression que c'est pour nous séparer gâteau. Ce n'est pas séparation gâteau. Nous disons que c'est une entreprise de sauvetage national que nous mettons à terre là, que nous toutes prenons la bataille pour nous faire que nous avons l'autre pays, l'autre Haïti. S'il ne s'agit pas d'une alliance pour des postes, ses membres seront quand même aux côtés du candidat s'il devient président. Selon Maître René Julien de l'ADEBA, cette équipe doit accompagner Jude Célestin dans la mise en œuvre de sa vision durant les 5 prochaines années. Et nous parlons ensemble pour nous bailler pays en orientation état du droit. Quand nous finissons faire élection là, eh bien nous allons chita ensemble. Qu'on y a président Jude là et puis pour nos conseillers spéciaux. Nous tout parle de conseillers spéciaux, nous allons agir qu'on y a, nous finissons faire élection qu'on y a, nous allons agir comment on va pouvoir. Étant devenu le candidat de tous ces partis, Jude Célestin a dû modifier son programme politique et l'adapter aux aspirations de ceux qui s'engagent dans la compétition à ses côtés. Ainsi, un document baptisé pour un nouveau contrat sociopolitique progressiste a été élaboré présentant les grandes lignes de sa politique, explique Sauveur Pierre-Étienne. Ça veut dire pendant mon observé nous bouillons réchauffé, il dit pas gain temps, tout le monde connaît au tapal reprendre processus là. Eh bien nous-mêmes, nous venons avec une vision, un plan, un programme. Eh bien, bon journaliste fouille à porte qui t'a regardé, l'elfine regardé, puis j'ai dit professeur ça son maman Pemba. Donc même maman Pemba. Jude Célestin, ancien candidat de Unité en 2010, à l'époque dirigé par René Préval, se retrouve sous la coupe de Vérité aujourd'hui, menée par le même René Préval, alors qu'il est officiellement candidat sous la bannière de la paix, parti de Anakasi Jean-Hector, fidèle de René Garcia Préval. Un vrai jeu de ceinturon, diraient certains. Passez là à contre. Des sénateurs et des députés, majoritairement de tendance Lavalas, ont décidé d'accompagner Maryse Narcisse dans sa tournée électorale. L'annonce a été faite ce jeudi par des parlementaires, notamment Évalière Beauplan et Nénel Kassi. La candidate de Famille Lavalas, qui part en campagne ce vendredi, pourra également compter sur la présence de Jean-Bertrand Aristide, particulièrement au Cap. Ils ont fait remarquer que d'autres structures politiques pourraient venir renforcer les rangs de Famille Lavalas. Reportage Luc Nergaro et Guitry Choisy.
L'objectif de cette conférence de presse était d'annoncer que plusieurs députés et sénateurs de différentes tendances politiques avaient endossé la candidature de Maryse Narcisse et comptaient se lancer en campagne avec elle. Pourtant, sur la table, il n'y avait que 4 parlementaires Lavalas, Nenel Kassi, Printemps Bélisaire, Vickerson Garnier et Vallière Beauplan. Ils ont quand même affirmé que 20 députés et 10 sénateurs avaient rejoint l'équipe de la candidate des familles Lavalas. Nous-mêmes, qui prenons engagement ça, c'est pour offrir au pays une autre alternative par rapport avec la jeunesse pays qui est dans le chômage. 20 députés et 10 sénateurs, c'est le chiffre. Pourtant, sur aucune feuille, dans aucun cahier, les noms de ces ralliés n'étaient inscrits. Et quand on a demandé aux intervenants de citer quelques noms de parlementaires qui se sont alignés, pas plus de 5 leur sont venus à la bouche. Il y a un paquet d'autres sénateurs qui travaillent pour nous, qui ne peuvent pas venir là. Si un sénateur est supposé au-dessus de la mêlée, il rejoint Lavalas, est-ce que nous pensons là comme si c'était non là? Des parlementaires de tendances politiques diverses, c'était ça le message. Toutefois, à bien regarder, les Lavalassiens semblent majoritaires sur la liste. Si parmi les sénateurs, Jean-Baptiste Bien-Aimé et Vallière Beauplan, Nenel Kassi sont comptés, il ne reste pas beaucoup de place, dirait-on, pour d'autres tendances. En tout cas, durant une campagne électorale, chaque coup médiatique a son importance. Les intervenants ont annoncé que les concernés seront en tournée avec la protégée de Jean-Bertrand Aristide. Il n'est que d'attendre. Les membres du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, étaient au Sénat de la République ce jeudi suite à une invitation de la Commission Justice et Sécurité du Grand Corps. Les discussions ont porté sur les récents actes de banditisme commis à Port-au-Prince. Le Premier ministre Enex Jean-Charles, président du CSPN, a profité de cette occasion pour annoncer de nouvelles dispositions afin de faire face à la recrudescence du phénomène de l'insécurité au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il y a une plus grosse préoccupation, sénateur a exprimé, c'est sous est-ce que nous avons contrôle sur la quantité d'armes qui a circulé dans le pays. Et depuis quelque temps, sous demande CSPN, la police mettait un système de légalisation d'armes qui est légalisable. Et à ce jour, nous déjà arrivés dans le niveau côté nous légaliser 38 000 armes. Donc nous dans le processus ça. Mais nous bien conscients que à côté des armes que nous légalisons, il y a un pile d'armes qui sont illégales, qui en circulation. Nous renforcer la capacité de la police là, pour nous assurer que nous prenons contrôle ça. Et en même temps, sur la base d'une réunion que nous avons gagnée hier dans la primature là, avec la police, avec la douane, APN, aéroport, nous entendons comment nous mettons un système de contrôle au niveau de toutes frontières pour faire en sorte que ces frontières terrestres, que ces frontières aériennes, que ces frontières maritimes, pour nous assurer que nous avons contrôle des armes qui entrent dans le pays et en même temps rechercher sous base intelligence qui détenteur d'armes et illégal pour nous assurer que nous mettons des armes hors d'état de nuit. Pour ça qui concerne l'élection, il y a un plan de sécurité qui est déjà mis en place par la police. Hier, nous sommes réunis avec tout au état-major police là et avec membres CSPN, nous avons fait un CSPN spécial. Côté, nous avons fait la révision que nous avons faite dans le plan sécurité pour réalisation de l'élection. Côté, nous avons identifié zones que nous considérons comme zone rouge, zones que nous considérons comme zone verte, zone que nous considérons comme zone jaune, et savoir, suivant telle zone, qui type d'intervention la police vient pour le faire. Donc, nous avons un plan de sécurité qui fait que nous avons rassuré la population que toute mesure a été en place pour que 9 octobre, qu'a privé là, élection est faite et en fin de compte, à gagner dans le pays à stabilité.
Haïti est de nouveau classé parmi les narcos-États par l'administration américaine. Le président de la Commission nationale de lutte contre la drogue rappelle que le rapport présenté au Sénat américain ne reflète pas obligatoirement les efforts engagés par les États inscrits sur cette liste pour lutter contre la drogue. Antoine Atouriste explique qu'Haïti est placé sur un axe de circulation de la drogue vers les États-Unis. Selon lui, tant que les pays d'Amérique du Sud seront des producteurs, Haïti restera un pays de transit. Pour faire le point sur ce dossier, nous avons avec nous M. Antoine Atouriste. Bonsoir, M. Antoine Atouriste. Bonsoir, Serge. Monsieur Atouriste, Haïti se retrouve encore une fois sur la liste des États, des narcos-États. Sur la route de la drogue, Haïti est considéré comme une plaque tournante. Pourquoi sommes-nous encore sur cette liste et quelles sont les conséquences de cet État sur Haïti, pour Haïti? Oh, merci Serge. Je voudrais d'abord rectifier le narco-État. Haïti n'est pas un narco-État. Ils ont bien dit que Haïti se trouve sur l'axe du trafic de la drogue. C'est l'une des pays constitués, ce qu'on appelle des plaques tournantes. C'est ça. C'est-à-dire le pays de transit. C'est ça la signification de plaque tournante. Hein? En ce sens, je suis d'accord. Oui, Haïti va se retrouver encore sur l'année prochaine, dans le prochain rapport. Et en ce sens que ce rapport, c'est un rapport du département d'État, c'est-à-dire un rapport annuel que le gouvernement américain, le président américain est tenu de faire à son congrès pour donner un état des lieux sur le trafic de la drogue à travers le monde et sur les efforts déployés par les services fédéraux, c'est-à-dire les services américains de lutte contre la drogue à travers le monde et aux États-Unis pour protéger les citoyens américains, l'économie américaine et la politique américaine. Donc c'est ça l'objet du rapport, c'est un rapport annuel. Maintenant, pourquoi le nom d'Haïti est cité, a toujours été cité au cours de ces 30 dernières années, depuis les années 80 jusqu'à date, c'est parce que Haïti se trouve sur l'axe international sur la route internationale utilisée par les narcotrafiquants dans le cadre de la cocaïne, tout comme, alors aussi bien que la République dominicaine, tout comme vous allez entendre sur l'axe de l'opium ou de l'héroïne en Asie du Sud-Est, vous allez entendre parler de chaque année, vous allez avoir le nom des pays tels que la Thaïlande, le Laos, la Birmanie, le Pakistan et l'Afghanistan. Ils seront toujours présents sur cette liste puisque c'est l'axe utilisé par les narcotrafiquants pour transporter dans leur commerce de l'opium, de l'héroïne vers les États-Unis et l'Europe, aussi bien pour Haïti, la République dominicaine, les Bahamas, pour la route de la cocaïne. J'avais voulu faire cette remarque, cette rectification pour qu'on comprenne pourquoi Haïti est toujours sur la liste. C'est pas parce que Haïti n'est pas un narco-État. Oui. Dites-moi, sous quelle forme se manifeste l'aide que les États-Unis apportent à Haïti dans la lutte contre la drogue? Est-ce qu'ils forment des agents haïtiens? Est-ce qu'ils envoient leurs agents sur place? Et y a-t-il une aide financière également accordée à Haïti? Bon, je dois vous dire que vraiment l'assistance américaine en matière de lutte contre la drogue est très significative ces derniers temps. Bon, je peux parler même au cours de ces dernières décennies. Hein. Donc ça se manifeste sous forme étant sur le plan structure, matériel et équipement, et formation surtout. Nos agents, nos centaines d'experts en lutte contre la drogue de BLTS, du BAF, investigation financière, et des gardes-côtes, et vraiment ont des formations très poussées
chacun en ce qui le concerne en matière de lutte contre la drogue. Il y a aussi le matériel et l'équipement. Nous avons des bateaux, par exemple, et des bateaux et chasseurs de ces et remorqueurs de ces et chasseurs de ces canaux, de ces speedboats utilisés par les narcotrafiquants. Nous avons ici une base, la base amiral Kilik à Port-au-Prince. Nous avons une base dans le nord, une base navale dans le nord. Nous avons une base navale dans le sud. Et les bateaux qui sont là, ce sont des bateaux qui nous permettent de chasser ces bateaux utilisés par les narcotrafiquants, nous sont donnés dans le cadre de la coopération avec les États-Unis. Et il y a également la formation, et ils sont présents également sur place et pour assister nos agents dans l'investigation, et particulièrement les différents ports et aéroports de la République sont dotés des équipes canines, c'est-à-dire des chiens et des chiens sniffeurs de drogue. C'est pourquoi vous avez peut-être entendu parler de plusieurs saisies ces derniers temps, tant à l'aéroport qu'au port de Port-au-Prince et partout ailleurs, dans le sud et dans le nord. C'est parce que dans chacune de ces bases navales, il y a des équipes canines, il y a des chiens sniffeurs qui détectent la drogue, et aussi bien à l'aéroport de Port-au-Prince qu'à l'aéroport du Cap Haïtien. Voilà en quoi consiste en quelque sorte la coopération américaine en matière de lutte contre la drogue. Une dernière question, monsieur Atouriste. D'après les États-Unis, Haïti a-t-elle fait des progrès dans la lutte contre la drogue? Bon, pour ce qui nous concerne, Haïti, on se sent très confortable maintenant dans les mesures prises par le gouvernement haïtien, d'abord pour protéger notre population et nos territoires en matière de contrôle de nos entrées, tant au niveau des ports et aéroports, comme je viens de le dire, avec les 3 bases navales que nous avons, et comment nous avons d'abord permis d'entraîner nos hommes, nous avons permis la coopération opérationnelle, si vous voulez, c'est-à-dire il y a des agents de la DEA qui sont sur place et travaillent avec nos hommes. Et il y a aussi, nous travaillons également dans la lutte contre la consommation de la drogue pour protéger notre population. Donc, c'est d'abord cette responsabilité que nous, au cours de ces dernières décennies, que nous avons assumée comme responsable, comme l'État d'Haïti. Et pour ce qui a trait à la coopération, je crois que nous sommes très confortables avec nos partenaires américains, et eux-mêmes, ils sont aussi très, que je sache, ils sont très confortables puisqu'ils ont accès à tous les dossiers, nos cas, les investigations, et nos structures, ce qu'on appelle nos structures de prévention, de détection et d'investigation. Voilà encore comment nous voyons nous autres la coopération avec nos partenaires, tant nos partenaires américains. Écoutez, M. Atouriste, merci infiniment de ces explications. J'en ai retenu que la collaboration est très étroite entre les services haïtiens et les services américains et que nous sommes plutôt bien notés dans cette lutte contre la drogue. Merci Serge, justement, nous sommes très confortables avec nos partenaires et les résultats sont très significatifs ces dernières années. Et nous comptons renforcer davantage nos structures de contrôle et de contrôle et de répression. Merci. Merci, M. Atouriste. Merci de toutes ces explications et bonne soirée à vous. Il n'y a toujours pas de démocratie en Haïti plus de 30 ans après la chute du régime des Duvalier. C'est le constat du mouvement organisé de citoyens pour l'intégration et le développement, MOCID, à l'occasion de la Journée mondiale de la démocratie ce 15 septembre. Toutefois, le professeur et homme politique Victor Benoît, président de cette structure, reconnaît que certains pas ont été franchis vers l'émergence de la démocratie dans le pays. L'ancien président de la fusion des sociodémocrates invite la population à continuer sa lutte pour l'instauration d'une vraie démocratie dans le pays. En dedans et constitution. Constitution là, il y a un paquet de bagages de type démocratique là-dedans. Il y a un paquet de gens qui sont élus comme députés, comme sénateurs,
sous l'égide de cette constitution démocratique, et pourtant, les pour prendre des lois d'application, des lois d'application, il ne pas prendre. Où est le Conseil constitutionnel, qui pour juger de la constitutionnalité des lois, qui pour faire équilibre, pour faire établir harmonie entre l'exécutif et le législatif. Jusqu'à présent, il ne va pas faire ça. Pour qui ça? C'est parce que les gens qui pensaient qu'il faut que l'exécutif là qui toujours le dernier mot. Et ensuite, deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'éducation. Au pagon culture démocratique dans notre pays. Les responsables de la bibliothèque haïtienne des Frères de l'Instruction chrétienne se disent préoccupés par la dégradation de nombreux livres et journaux vieux de plus d'un siècle. Lors d'une conférence de presse ce mercredi dans les locaux de la bibliothèque à la rue du Centre, ils ont lancé un SOS à tous les citoyens engagés dans la lecture, la littérature et la culture pour les aider à réparer ces documents menacés de disparition. Sheila Louis-Joseph et Elsie Dieu-Lassin. La bibliothèque haïtienne des Frères de l'Instruction chrétienne fait face à de sérieuses difficultés. Un grand nombre de livres, de journaux, de bulletins sont en très mauvais état et sont menacés de disparition. Face à une telle situation, la directrice exécutive de cette institution privée, Marie-France Guillaume, lance un appel à l'aide. Cette bibliothèque, c'est tout ce que vous ne trouvez pas ailleurs. Et c'est un fait. Mais ce qui arrive, par exemple, si vous prenez des documents de la fin de 1800, par exemple, donc ça fait plus d'une centaine d'années, c'est en très mauvais état. Par exemple, il y a des gens qui arrivent de l'Italie, par exemple, on a déjà eu des cas comme ça. Il y a des gens qui arrivent de l'étranger, rien que pour un document. Maintenant, le document est ici, mais malheureusement, on ne peut pas le donner. Parce que si on fait une exception pour une personne, on doit le faire pour une autre personne aussi. Donc, et à chaque fois, ça s'effrite et puis au final, on va perdre le document. Plus de 10 000 documents sont en péril et des experts estiment à environ 10 000 $ américains la restauration d'un seul ouvrage. Il y a de quoi alarmer au plus haut point les responsables de la bibliothèque qui, depuis 2 ans, ont entamé un processus de numérisation. Conscient de ce problème, le professeur Victor Benoît n'a pas caché ses préoccupations. En tant que citoyen engagé, Maître Ben plaide pour la sauvegarde de ces documents de référence qu'il considère comme un patrimoine intellectuel et culturel sur le point de disparaître. Nous demandons pour que vous portez collé, c'est-à-dire faire solidarité avec la direction de la bibliothèque là, pour que vous soyez capable de mettre les documents dans des conditions beaucoup plus convenables pour que les documents ne soient pas péris. Et qui forme sous la loi de ça qu'apprend, les cas prend la forme financière, mais les cas prend la forme technique tout. Rappelons que la bibliothèque haïtienne des Frères de l'Instruction chrétienne a été fondée en 1912 par un Français nommé Ernest Dian. C'était depuis la bibliothèque des Frères de l'Instruction chrétienne à la rue du Centre pour Télémétropole Sheila Louis-Joseph et Elsie Dieu-Lassin. Lancement ce jeudi de la première édition d'une activité culturelle baptisée Quinzaine Handicap et Culture. Une initiative de la troupe haïtienne Teya Tupatou qui vise à mettre en valeur les talents artistiques des personnes handicapées. Cette activité bénéficie du support de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Sheila Louis-Joseph et Gaston Delpech. Des personnes handicapées dévoilent leur talent artistique à l'occasion du lancement de la quinzaine Handicap et Culture. Pour la première édition, ces hommes et femmes vivant avec une déficience physique seront sous les projecteurs durant 15 jours à l'initiative de la troupe Teya Tupatou. Cette initiative vise à permettre à cette catégorie de se sentir acceptée dans la société. Pour que cette quinzaine Handicap et Culture, c'est parce que nous voulons mettre l'accent d'abord sur les personnes en situation de handicap, sur des artistes. C'est parce que les handicapés ne juste pas vous faire jouer. Non, nous faisons formation pour eux, puis nous faisons spectacle. C'est un espace de rencontre et de partage entre les personnes en situation de handicap physique et les personnes, entre guillemets, non handicapées. Handicapés ou pas, tous les jeunes artistes auront leur place à cette quinzaine où la musique, la danse, le théâtre, la peinture entre autres se mélangeront. Cette activité se déroulera également dans certaines villes de province afin de toucher un large public. Là-dessus, le directeur du bureau régional de l'Organisation internationale de la francophonie pour les pays de la Caraïbe qui supporte cette initiative se veut clair.
David Bongard dit avoir de nombreuses attentes. D'abord que la troupe soit bien reçue avec chaleur, reçue avec enthousiasme, et de faire en sorte qu'un message soit passé, tout simplement qu'on est haïtien ou haïtienne ou étranger, on a un handicap ou on n'a pas d'handicap, mais on fait partie de la même planète. Depuis quelques années, Haïti se met au pas de la culture en y impliquant les personnes handicapées. La quinzaine Handicap et Culture de la troupe haïtienne Théâtre Toupatou est une activité socio-culturelle qui est lancée au moment où le monde entier a les yeux fixés sur Rio, où se déroulent les Jeux paralympiques. La boucle est bouclée. À la prochaine, même heure, même chaîne.